Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième salon du livre du Roussillon. Faites comme moi, enfilez vos plus belles pantoufles et installez-vous confortablement pour cette belle activité. Évidemment, le salon du livre n'aurait pu être aussi bien tricoté sans le soutien de nos partenaires engagés. Donc, au nom du Conseil des maires de la MRC, je tiens à remercier sincèrement le ministère de la Culture, des Communications du Québec, la Caisse Desjardins de la Prairie, de l'Ouest de la Montérégie, des Moissons et de Roussillon, ainsi que de Châteauguay, les librairies Boyer, Gravité Média et Sema Média. Sur ce, je vous souhaite une très belle activité. Nous vous proposons une brève incursion dans la vie de l'auteure Marie-France Bilodeau. Nous vous lirons un court extrait de son roman « Au-delà du rêve ». Après 30 ans à travailler dans le domaine de l'assurance, Marie-France s'est réorientée en massothérapie en 2005. Ce fut un beau cadeau de la vie qu'elle apprécie toujours autant. Cette adepte de lecture et cette touche-à-tout a eu soudainement l'envie de se lancer dans cette belle aventure qu'est l'écriture. Elle a publié son premier roman, Les vies de Béatrice, en 2014. En 2015, un deuxième a vu le jour, Au-delà du rêve. L'idée pour ce roman lui est venue lors d'un voyage en Grèce où elle a été témoin d'un phénomène étrange dans le ciel de Santorin où aurait existé, selon une légende, l'Atlantide, une cité engloutie dans les flots lors d'un cataclysme. Au-delà du rêve, c'est une histoire d'amitié, de liens profonds et lointains. Des rêves étranges et troublants entraînent Océane et Catou jusqu'en Grèce, où elles auront des énigmes à résoudre grâce à des indices laissés à certains endroits stratégiques du pays. Un pays qui les a accueillis il y a très longtemps. Cette aventure les conduira bien au-delà du rêve. La journée s'écoula rapidement et elle revint à la maison tout juste avant l'arrivée de Catou, satisfaite de tout ce qu'elle était parvenue à accomplir. Lorsque son amie se pointa, elle l'accueillit avec une joie évidente, heureuse qu'elle fasse partie intégrante de sa vie. Les jeunes femmes se connaissaient depuis leur enfance et le déroulement des années n'avait pas réussi à altérer leur belle complicité. Un lien puissant les unissait, possiblement attribuable au fait qu'elles étaient nées exactement au même moment, à 11h45, un 30 août chaud et humide. Pour ajouter à l'étrangeté de la situation, leur mère avait accouché au même hôpital et partagé une chambre pendant quelques jours. Le hasard avait bien su tout orchestrer, avaient pensé les deux nouvelles mamans, en découvrant qu'elles habitaient également le même quartier. Leur rencontre constitua le début d'une amitié sincère pour elles, mais aussi pour les deux fillettes qui grandirent ensemble en se disant jumelles cosmiques. Leurs parents se demandaient où elles avaient pu dénicher une chose semblable en s'avouant qu'elles possédaient bien assez d'imagination pour inventer ce genre de truc. Jusqu'à l'âge de 7 ans, elles parlaient des vies qu'elles avaient partagées. À les entendre, il y en avait eu plusieurs qui s'étaient déroulées dans différents pays. Cependant, elles semblaient manifester une prédilection pour une contrée en particulier, un endroit où elles avaient vécu d'innombrables fois selon leur dire et qu'elles chérissaient plus que les autres. Compte tenu de leur caractère hautement fantaisiste, personne ne s'en inquiéta. Sans les encourager dans ce petit jeu, il les laissait s'amuser à raconter leurs histoires en espérant que ces élucubrations seraient de nature passagère. Puis un jour, effectivement, toutes ces fabulations concernant des personnages et des vies antérieures avaient brusquement cessé et leur imagination débridée s'était tournée vers de nouveaux sujets. De l'enfance, elles étaient passées à l'adolescence en demeurant les meilleures amies du monde. Des copines s'étaient bien sûr ajoutées à ce duo téméraire au fil des années, sans toutefois arriver à les désunir. Unies pour la vie était leur devise. La traversée de l'adolescence s'effectua sans heurts majeurs. Quelques amourettes s'étaient présentées pour l'une et l'autre, mais sans larmes ni drame. Leurs esprits aventureux et leur imagination hors du commun leur avaient bien valu quelques problèmes, sans cependant occasionner de graves conséquences. Elles étaient nées sous une bonne étoile et parvenaient aisément à se tirer d'affaire par elles-mêmes.
Leur mère, heureusement, avait été tenue dans l'ignorance la plus complète de certains événements qui auraient pu les inquiéter. Comme cette fois, entre autres, où elles avaient passé une fin de semaine au chalet des parents d'une amie. Dès la première nuit, une lueur projetée sur les murs de leur chambre les avait tirés du sommeil. La curiosité d'Océane l'avait poussée à se rendre à la fenêtre aussitôt éveillée, tandis que Catou avait consenti à la rejoindre un peu plus tard avec une certaine crainte. 3 lumières, une rouge, une verte et une blanche, semblaient suspendues dans le ciel sans nuages. Après avoir clignoté à quelques reprises, elles s'étaient éteintes quelques instants pour se rallumer, l'une après l'autre. Malgré la chaleur estivale, des frissons les avaient parcourus et une pointe d'excitation s'était installée au creux du plexus solaire pendant qu'elle fixait cet étrange phénomène. L'objet s'était déplacé doucement pour s'immobiliser presque aussitôt. Il avait ensuite repris son mouvement pour descendre à toute vitesse, s'était cabré vers la droite, avait semblé avancer vers elle, puis s'était évanoui dans le lac. Dans un état second, Océane et Catou étaient sortis pour se diriger droit vers la rive. Elles s'étaient jetées dans l'eau froide sans aucune hésitation pour tenter de rejoindre l'endroit où l'engin avait disparu. Un son inhabituel les avait tirées de cet état d'inconscience et, au même instant, un vaisseau spatial avait jailli de l'eau pour s'élancer vers le ciel à une vitesse vertigineuse. Les 2 jeunes filles, sans demander leur reste, étaient vivement ressorties de cette eau glaciale pour retourner à la sécurité du chalet. Tout en se séchant, elles avaient cherché à comprendre ce qui s'était produit. Elles n'arrivaient pas à se rappeler ce qui était advenu entre le moment où elles avaient vu l'objet s'immerger dans le lac et celui où le bruit les avait extraites de cette transe dans laquelle elles étaient plongées. Épuisées et incapables de trouver un sens à cette aventure, elles avaient regagné leur lit douillet et s'étaient endormies presque aussitôt. Comme l'incident n'avait eu aucune conséquence et surtout aucun témoin, elles avaient gardé cet épisode pour elles, peu enclines à partager une histoire de la sorte. Elles avaient ensuite relégué cette mésaventure au fond de leur esprit, en se demandant même si elles n'avaient pas tout rêvé. L'ingénieure Marie-Hélène Cyr œuvre à l'Agence spatiale canadienne depuis 2001. Cette maman de 2 jeunes garçons occupe ses temps libres à l'écriture de romans pour adultes et d'albums illustrés pour enfants. Marie-Hélène a hérité du talent d'écriture de son père. En 2017, elle lui rend un hommage posthume avec la publication de son premier roman, un récit biographique intitulé « Les parenthèses de la vie » chez Essor Livre Éditeur. Son album illustré pour enfants, Tétis et les légumes de l'espace, est finaliste au concours Auteur créatif recherché de l'Agence spatiale canadienne, organisé en marge de la mission de David Saint-Jacques dans l'espace en 2019. À cause d'eux, paraît en 2020 aux éditions de l'Apothéose et traite des mutations génétiques prédisposant au cancer du sein et des ovaires. À cause d'eux est un roman porteur d'espoir. L'auteur met habilement en évidence l'importance d'être bien entouré pour faire face à une épreuve aussi terrible. La force de caractère et la résilience de Sophie-Anne jaillissent alors qu'elle aurait pu s'effondrer quand elle apprend qu'elle est porteuse d'un gène défectueux. Au cœur de l'intrigue, le lecteur découvre des amitiés hommes-femmes et une histoire d'amour toxique. Le bonheur de Sophie-Anne avec Sébastien, son âme sœur, s'en trouve menacé. Avec cette fiction, l'auteur ébranle des valeurs ancrées dans notre société en abordant plusieurs tabous. Je me précipite pour sortir de la salle et je regagne mon bureau en tentant de me contenir du mieux possible. Je sens que quelqu'un me talonne. Vincent, suis-moi. Oui? C'est pour ça que je cours derrière toi. Ferme la porte, s'il te plaît. Le bruit du système de ventilation s'atténue lorsque nous nous retrouvons isolés. Tu m'inquiètes? Réellement? M'avoue-t-il en me jetant un regard perplexe. Tu sembles pas dans ton assiette. Je te remercie d'avoir pris soin de moi depuis qu'on se connaît. Voyons, Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Veux-tu en parler? Tu promets de garder ça pour toi? Il me renvoie un faible sourire en guise de réponse. Je me sens immédiatement mal à l'aise de lui avoir posé la question.
Je peux toujours compter sur sa discrétion car la confidentialité de nos recherches est primordiale pour demeurer compétitif et l'ingénieur en face de moi le sait très bien. Je commence donc à lui raconter le calvaire des dernières semaines. Je ne ménage aucun détail. Mon risque de cancer, la froideur de la chirurgienne qui m'opérera et le choc que j'ai reçu en entendant notre collègue parler des implants mammaires un peu plus tôt. Je me confie même sur mon effroi de perdre ma féminité en me faisant charcuter la poitrine. Sophie, je suis vraiment désolé, je savais pas. Je ferai mon possible pour te permettre d'utiliser notre technologie, mais j'aurai besoin de temps. J'ai peut-être pas le temps, je veux pas prendre le temps. Tu comprends? C'est ma santé qui est en jeu. Il y a des variables non négligeables à la considérer. J'ai pas rencontré le chirurgien plastique qui fera ma reconstruction mammaire et j'ignore quand cette dernière sera effectuée. Pour l'instant, je peux te dire que personne n'acceptera d'utiliser notre technologie avant qu'elle reçoive le feu vert de Santé Canada. Tu le sais aussi bien que moi. Oui, mais imagines-tu si cette même technologie pouvait aider personnellement la présidente de Bio Montréal? Ça prouverait à quel point j'ai confiance en notre produit. Dans ma terrible épreuve, je veux faire un coup d'éclat avec cette percée. J'ose à peine concevoir l'impact sur le marché. Il faut être réaliste aussi. Le prototype de 5 que nous venons de créer en laboratoire a nécessité environ 6 mois. C'est la biologie cellulaire qui dicte les délais et ce sera un défi de les réduire dans le contexte. On pourra sûrement modifier le procédé avec les leçons tirées de cet essai. On aura peut-être de belles surprises sur la vitesse de la division cellulaire, mais je peux rien garantir. Je te fais confiance, Vincent, dis-je en posant une main sur son bras gauche costaud. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon petit frère cosmique? Avocate de profession qui pratique dans l'industrie de la production audiovisuelle au Québec et adepte de littérature, Nathalie D. écrit depuis qu'elle est très jeune. Elle couchait régulièrement sur papier ses réflexions et se faisait un devoir de tenir des carnets de voyage lorsqu'elle allait visiter de nouveaux lieux. Lors d'un voyage en Guadeloupe, plutôt que de rédiger un autre carnet de voyage, elle décide de rédiger une première histoire à saveur érotique, puis une autre, puis plusieurs autres. Alors qu'elle osait de plus en plus en parler de ses écrits autour d'elle, elle en a fait part à une connaissance qui travaille pour l'éditeur Michel Lafon Canada et qui a insisté pour les lire. 5 jours plus tard, elle recevait une offre de publication pour son premier livre et Guada, etc. est né. Guada, etc. est un recueil de 14 nouvelles érotiques, toutes reliées par le même fil conducteur. On y découvre l'univers de Anne et Gabriel, un couple ensemble depuis plusieurs années qui a réussi à ne pas laisser la routine s'installer entre eux. Guada, Guadeloupe en créole, est le troisième personnage principal de ces nouvelles. Ces histoires se veulent érotiques, mais sans le vernis habituel du couple parfait. Ayant lu plusieurs œuvres de la littérature érotique, elle s'était toujours dit qu'elle écrirait un jour de cette littérature en s'éloignant de la pornographie et en mettant en vedette des gens ordinaires. Question de rendre hommage aux couples qui perdurent à travers les années et qui savent entretenir la flamme. Forte de cette première expérience de publication, Nathalie D. travaille présentement à la rédaction de son premier roman tout en continuant de pratiquer sa profession. Ce n'est qu'une fois trempée et complètement nettoyée de cette heure de plaisir que je me retourne et que je dis « Moi, c'est Anne. Lui, c'est Gabriel. Enchanté. Toi, c'est... » Moi, c'est Françoise. Tout aussi enchantée. Puis, un silence déstabilisant s'installe et nous éclatons d'un fou rire incroyable qu'on ne peut plus contrôler. Je vous invite tous les deux à sortir de la mer pour retourner près de nos serviettes. J'ouvre notre sac de provisions et j'en ressors une bouteille de champagne et 2 verres. Elle et moi calons le liquide d'un coup et tu t'assures de nous en verser à nouveau. Tu nous laisses le champagne et tu te décapsules une bière. On continue de converser tout naturellement, de tout et de rien, mais les bulles aidant, nos langues se délient rapidement
et elle nous raconte sa décision de tout quitter à Paris à la suite d'une rupture. Faire l'amour sur une plage faisait partie de sa bucket list de femme qui remet tout en question à l'approche d'une nouvelle décennie, mais depuis sa séparation, elle ne voyait pas avec qui elle arriverait à réaliser ce projet. Elle vient donc les mercredis sur cette plage se l'imaginer avec ses jouets en se donnant du plaisir. En me voyant seule sur ma serviette, elle aussi, au début, elle avait envie de me faire comprendre de déguerpir en s'obstinant à me regarder. Nos regards l'une vers l'autre ont eu un effet contraire. Comme si, au même moment, nous avions eu toutes les deux une bulle au cerveau. Elle nous confie que c'était une première pour elle, tout comme pour nous, de partager ainsi un tel plaisir en trio. Pourtant, quand je repense à ses caresses sur mon corps et au naturel avec lequel elle a posé ses gestes, je jurerais qu'elle avait beaucoup d'expérience. L'heure suivante se déroule à rire, à boire les bulles, à échanger et à se confier. Nous n'abordons pas du tout le moment de plaisir que nous venons de partager à trois, un peu comme si nous voulions tous éviter le sujet. Le champagne terminé, elle se lève, va ramasser ses affaires et nous fait la bise amicalement en nous disant qu'elle doit quitter la plage pour aller prendre le bus. Avant de disparaître, elle fouille de nouveau dans son sac à dos et nous remet à chacun une carte d'affaires avec ses coordonnées. Je la remercie en déposant celle-ci dans la pochette de mon sac sans même y jeter un œil. Une fois qu'elle a disparu de notre champ de vision, tu me prends par la taille pour me retourner vers toi et tu me tends sa carte d'affaires que tu tiens toujours entre les mains en me disant « Lis. » Madame Françoise, démonstration de produits érotiques à domicile, disponible pour toute nouvelle expérience, jour, soir, nuit. Je prends alors ma voix suave et te regarde dans les yeux en disant « Moi, c'est Anne Anthony, follement disponible pour toute nouvelle expérience et en recherche d'inspiration. » On comprend en même temps qu'on vient d'être les témoins privilégiés et les participants volontaires d'une démonstration en direct et probablement les heureux gagnants d'une séance gratuite. Pendant que je m'esclaffe encore en voyant la scène à laquelle nous avons participé comme acteurs de premier rôle, tu me soulèves d'un coup et me mets sur ton épaule avant de courir jusqu'à la mer en ignorant mes cris de protestation. Décidément, ce pays n'a pas fini de nous surprendre. Jeannée Deveau est une allothérapeute. Elle a publié son premier roman en 2017 aux éditions Luzerne Rousse. Spécialisée dans le jeune adulte, Jeannée a écrit 2 romances, Elle, en 2018, et Branché sur toi, coécrit avec Sophie Vaillancourt en 2020, en plus d'une trilogie fantastique, Feu et ombre, dont le dernier tome sortira au printemps 2021. Cette jeune maman ne chôme pas. Entre 2 siestes de son garçon, elle continue de s'adonner à sa passion de l'écriture. Branché sur toi est une histoire d'amour, simplement. On retrouve Aidan, un jeune homme solitaire qui n'arrive pas à se lier avec d'autres personnes suite à un traumatisme. Il y a aussi Nathaniel, étudiant en musicothérapie. Dévoué à aider les autres, ce dernier s'enfonce dans une relation toxique jusqu'au jour où il croise le mystérieux Aidan. Une belle amitié naît entre les 2 hommes. Liés par leur passion pour la musique, ils s'ouvrent peu à peu, l'un à l'autre, en réalisant que l'amour nécessite des efforts. On découvre aussi tout au long du récit des femmes fortes, servant de piliers aux protagonistes, ainsi que des hommes fragilisés par la maladie mentale et la violence conjugale. Évidemment, ma grande sœur n'a rien voulu savoir de mes pathétiques excuses. Elle a déplacé notre virée de cadeaux de Noël pour que je puisse y participer. 2 semaines plus tard, nous déambulons sur Spring Garden Road, un café du Starbucks, entre nos mains. J'essaie de ne pas penser à Nathan, mais ça devient extrêmement difficile lorsque la moindre chose me ramène à lui. Le Starbucks en est un bel exemple. Lena essaie de me changer les idées, ses yeux me couvrant affectueusement alors qu'elle me raconte les derniers potins de son travail. Mes traits creusés par plusieurs nuits d'insomnie ne trompent personne.
Je ne l'écoute guère. Elle le constate au moment où je ponctue sa remarque d'un rire, et ce, au mauvais endroit. Aidan, tu sais que tu peux me parler. M'assure-t-elle en posant une main sur mon épaule. Tu évites mes questions depuis un certain temps. Ah, ça va, Lee. Je vais m'en sortir. Je repousse sa main doucement. Elle a toujours eu cette manie de me toucher lorsque mon état l'inquiète, comme si le fait d'être en contact avec moi allait me soulager d'une quelconque façon. Lena me serre contre elle. Je ne peux retenir un long soupir alors que ses doigts caressent ma nuque. Qu'est-ce qui s'est passé, sweetie? Ça doit bien faire 2 semaines que tu es dans cet état-là. Je veux pas en parler. C'est Nathan? Je me raidis aussitôt. Le simple fait d'entendre son nom suscite des émotions que j'aurais voulu oublier. Son rejet m'a énormément blessé. Cependant, je ne peux en vouloir à Nathan puisque le seul fait de penser à lui m'apporte également une bouffée de joie. J'ai essayé. Je me suis planté. There's nothing more to say. Il y a bien plus à dire. Je pourrais en parler durant des heures, sauf que je n'ai pas la force de m'épancher sur ce sujet encore trop délicat. Je croyais avoir une connexion avec Nathan, un lien sans précédent, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avec quelqu'un d'autre. Jamais. Lena cesse son interrogatoire. Je lui en suis reconnaissant. Ah, je dois aller à cette papeterie juste au coin de Doyle Street. J'acquiesce d'un haussement d'épaule. Lorsque mes yeux découvrent la boutique en question, un inconfort m'oppresse la poitrine. C'est petit. En plus, le magasin est bondé à cette heure de la journée. Pas question que j'entre là. Je ne suis pas en état de gérer cette source d'anxiété, pas aujourd'hui. Je vais t'attendre à l'extérieur, Lee. Afin de chasser cette mélancolie, je décide d'arpenter la rue. Les mains dans les poches, j'arrive devant un magasin. Quand j'ouvre la porte du Folklore Center, je dois plisser les yeux car le contraste de luminosité est frappant. Le grattement d'une guitare agrémente ma visite tandis que je détaille nonchalamment les instruments exposés. J'ai toujours été fasciné par les instruments de musique, par le talent des musiciens, par les chanteurs. Soudain, les accords joués par le guitariste me rappellent une chanson qui fait aussitôt tressaillir mon cœur. Mes yeux se posent sur le musicien dans le fond de la boutique. Il joue d'un air concentré. Mon cœur cesse littéralement de battre. Non, c'est impossible. Nous vous présentons maintenant une brève incursion dans l'univers de l'auteure Caroline Dionne, dont nous lirons un court extrait de son roman « Chagrin d'amour ». En 2014, elle publiait un premier roman, « Candy et autres tentations », un chick lit aux éditions de la Paix. En 2018, s'ensuivent 2 récits historiques, « Récits et légendes de l'île verte », tome 1 et tome 2, aux éditions du Tulinois, suivi en 2019 de « Il est venu à moi, le fantôme de 3 pistoles », un roman historique fantastique. Un premier album jeunesse en 2019, Goldie a peur du noir, aux éditions Liberté des mots, et en avril 2021, Chagrin d'amour, un roman sentimental publié aux éditions Mots en toile. Alors attention, roulement de tambour, vous allez assister au grand lancement, c'est la première virtuelle du roman Chagrin d'amour. C'est une histoire d'amour bouleversante racontée par une femme qui vit le deuil de son amoureux perdu en mer. C'est un récit où l'amour a toute sa place. Et c'est aussi une histoire de résilience où la cicatrisation du cœur devient possible lorsque le deuil fait place à la reconstruction des sentiments, à la traversée de l'épreuve. Au bout d'un chemin un peu long, il y a un soleil qui brille. Entre Rivière-du-Loup et 3 pistoles. Chaque matin, depuis notre première rencontre, j'observais la cascade d'eau au parc des Chutes. J'étais bercée par la musique de cette turbulence jusqu'à ne plus y porter attention. De temps à autre, je voyais surgir un petit raz de marée qui venait m'arroser. Malgré sa petitesse,
Cette vague submergeait tout sur son passage, me rappelant à quel point il fallait vivre pleinement sa vie. Mes angoisses et mes peurs refoulées m'apparaissent maintenant comme un petit caillou caché au fond des eaux, devenue aussi légère qu'un grain de sable, dégagée. Cette pierre se laissait maintenant emporter par les rapides de la chute, entraînée par le courant de la vie qui, un jour ou l'autre, finirait par l'emporter. Un grain de sable, c'était ce que je devenais. Un grain de sable charrié par la rivière du Loup, cours d'eau défilant gaiement en vagues poussées par la chute à travers les rouleaux d'écume. Arrivé dans le golfe du Saint-Laurent avec le goût du sel marin, l'odeur frivole du large, le grain de sable devenait une femme, se libérant de la solitude par l'arrivée du grand amour dans sa vie. À force d'admirer la bande passante de ce paysage gravé dans ma mémoire, d'autres précieux souvenirs émergeaient en moi. En effet, des mois plus tard, tout était encore si présent à mon esprit. Je revivais des moments de pur bonheur sur le quai du parc des Chutes. Alors que la nuit étendait son sinistre manteau dans cette chambre isolée, je me blottissais dans ma mémoire avec pour seul compagnon le fantôme de mon passé. Mon âme qui s'effondrait, mon corps qui tombait, les rêves qui n'en finissaient plus de mourir, tout cela se transformait au gré de ma volonté en une belle vie ensoleillée. Le champ de ruines intérieures parsemé de cadavres se changeait en un havre de paix, avec lui marchant à mes côtés. Devant l'interminable descente des eaux blanchies de la chute, nous entrions dans un jardin d'Éden. J'étais transportée ailleurs, là où le chant des oiseaux et le parfum des fleurs me montaient à la tête. J'étais ensorcelée par ce lieu, car Jean me tenait la main et je ressentais tout l'amour possible entre nous. Après toutes ces années de célibat forcé, il était temps pour moi d'avoir une revanche sur la vie, de voir enfin que la réalité pouvait être à la hauteur de mes rêves. Jamais un homme n'avait représenté pour moi plus délicieuse tentation. J'aimais la façon dont sa main bougeait dans la mienne et la chaleur qu'elle me procurait. Il était devant moi, je l'admirais tant. Ses yeux plongés dans les miens m'offraient l'impression de m'envoler vers un ciel bleu sans nuages. Était-ce son parfum d'homme ou celui des fleurs qui pénétraient mes narines et chaque cellule de mon corps? J'éprouvais un tel besoin de goûter à nouveau ses lèvres. Je voulais encore les sentir sur les miennes. Il me faisait un tel effet. N'écoutant que mon désir que je sentais partagé, je me laissais aller aux sensations délicieuses qui m'envahissaient. Je l'ai embrassé avec une ardeur qui nous a tous deux pris par surprise. Annie Lambert est enseignante au primaire. Depuis quelques années, elle aime s'évader de son quotidien en imaginant celui de personnages colorés. En 2017, elle publie son premier roman de la trilogie Bien roulé, vendu à plus de 11 000 exemplaires. La même année, elle présente La boîte à outils Devoir, qu'elle a coécrite avec Isabelle Rouillet. Annie partage sa passion pour l'écriture avec sa fille Maëlie. En 2019, mère et fille publient leur premier roman jeunesse, intitulé Zoé Zabé, qui compte aujourd'hui 3 autres aventures rigolotes de ce personnage plein de vie. En 2020, Annie Lambert nous présentait son dernier roman Sur mon 31, qui a connu un franc succès en se classant en tête de liste des romans les plus populaires de l'été. Au printemps, elle publiera son 5e roman, Veuve de chasse, Sandrine. Sur mon 31 est une histoire rafraîchissante dans laquelle Victoria, 31 ans, refait son entrée sur le marché des célibataires après 10 ans de vie commune avec un homme qui refuse de s'engager dans le projet d'avoir un enfant. Ses fidèles amis n'ont pas l'intention de la laisser tomber et lui organisent 31 rencontres avec 31 hommes différents en 31 jours.
En voici un extrait. Merci les filles de votre aide, je l'apprécie. Assise autour d'une boîte de carton qui fait office de table dans mon nouveau chez-moi, mes amis et moi mangeons avec appétit la traditionnelle pizza bien grasse des jours de déménagement. Comme après plusieurs semaines de négociations non concluantes avec Mike sur qui garderait quoi, j'ai fini par céder et partir avec finalement pas grand-chose. Ironiquement, je suis beaucoup plus efficace pour régler le divorce de mes clients que pour ma propre séparation. Suis-je un cordonnier mal chaussé? Définitivement. J'ai dû faire des compromis plus que coûteux sentimentalement parlant, Mike refusant de plier à mes demandes. J'ai joué la carte de la pitié, puis celle des menaces. Finalement, Mike aura eu raison de moi lorsqu'il m'a demandé de l'argent pour les biens que nous avions achetés, à même notre compte conjoint, aujourd'hui fermé avec brutalité et partagé au foutu prorata de nos salaires. C'est du n'importe quoi. J'imagine à peine si nous avions eu un animal domestique, aurait-il été jusqu'à me demander une pension alimentaire? C'est avec un brin de sagesse et beaucoup d'écœurement que je lui ai laissé ce qu'il demandait. Partir à neuf, voilà mon leitmotiv. Dimanche dernier, j'ai donc débarqué chez mon ex, mon ancien nid d'amour, pour pacter mes choses. C'était plus fort que moi, j'avais l'impression de mettre en boîte mes 10 dernières années. J'espère seulement que lorsque je les ouvrirai, j'aurai l'impression de déballer les 10 prochaines. Qui veut une bière? Sans attendre la réponse, Anne nous débouche à tour de rôle une bière importée, encore une de ses nouvelles trouvailles. Bon, les filles, c'est le temps, dit Anne en étalant devant nos yeux le calendrier du mois de juillet. Le temps pourquoi? Pour te trouver un homme, dit Caro enthousiaste. Comment ça, un homme? Ben, si tu veux un bébé pour tes 31 ans, il faudrait avoir un géniteur, dit José. Wow! Je veux pas trouver un géniteur, je veux pas faire un bébé pour avoir un bébé, je veux aimer le père de cet enfant. Tout à fait d'accord avec toi, dit Caro en me décrochant un clin d'œil. Je regarde les filles cogner leur bouteille de bière ensemble, trinquant à leur bonne idée et à l'absurdité de mes propos. Elles sont persuadées que je veux un bébé à tout prix, ou presque. C'est quoi l'affaire? Bien, pour tes 31 ans, on a pensé te présenter 31 hommes en 31 jours. Vous êtes malade? Il n'y en est pas question! Dis-je insulté qu'elle pense que je suis aussi désespérée. J'embarque pas là-dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que ta première date est demain. Non, désolée les filles, je sais pas qui a pensé à ça, mais t'as pas le choix. Les gars ont tous confirmé.